On a tendance à penser que l'IA moderne, c'est une histoire récente. Mais si les vraies fondations avaient été posées bien avant le microprocesseur, genre en 1958. C'est ce qu'on va explorer, en plongeant dans un article incroyable de Frank Rosenblatt. Un papier qui a soulevé des questions tellement fondamentales qu'elles résonnent encore aujourd'hui. Allez, c'est parti pour un petit voyage dans le temps. Alors, pour bien saisir le truc, il faut se téléporter. On est en 1958. L'ère du microprocesseur, c'est de la science-fiction. Les ordinateurs tels qu'on les connaît, ça n'existe tout simplement pas. Et c'est là, au milieu de cette technologie qu'on jugerait aujourd'hui, disons primitive, qu'un scientifique a une idée complètement folle. Il a imaginé une machine, pas pour faire des calculs, non, pour penser. La question qui le hantait était à la fois d'une simplicité enfantine et d'une complexité abyssale. Est-ce qu'on peut vraiment construire une machine qui apprend par elle-même avec l'expérience, un peu comme le fait un cerveau humain ? Alors face à cette montagne, Rosenblatt a été super malin. Plutôt que de foncer tête baissée, il a décomposé le problème. Son point de départ, 3 grands mystères sur notre propre cerveau. Ces questions, c'était la sensation, le stockage et l'influence. Bon, la première, la sensation. Comment on perçoit le monde ? La physiologie s'en occupait déjà pas mal. Mais les deux autres, là, c'était autre chose. Comment est-ce qu'on stocke un souvenir ? Et surtout, comment est-ce que ce souvenir influence nos actions ? Ça, c'était le grand flou, un terrain de jeu pour toutes les spéculations possibles. Justement, sur cette question du stockage de la mémoire, il y avait 2 grandes écoles qui s'affrontaient à l'époque. Une vraie bataille d'idées. Et c'est ce conflit que Rosenblatt a voulu trancher. D'un côté, on avait la théorie de l'album photo. L'idée, c'est que chaque souvenir est une sorte de photo rangée dans un album. Pour reconnaître quelque chose, le cerveau devrait, en gros, feuilleter tout l'album pour trouver la bonne image. Un peu lent, hein ? Et de l'autre côté, il y avait la théorie du standard téléphonique. Là, l'idée est radicalement différente. La mémoire, ce n'est pas une image, c'est un recablage du réseau. Apprendre, c'est créer de nouvelles connexions, de nouveaux circuits. Et du coup, la reconnaissance devient quasi instantanée. Le stimulus n'a plus qu'à suivre le chemin qui a déjà été créé par l'expérience. Et c'est précisément pour tester cette deuxième théorie, celle du standard téléphonique, la théorie qu'on appelle connexionniste, que Rosenblatt a décidé de construire quelque chose, une machine. D'ailleurs, il ne s'en cache pas dans son article. Il le dit noir sur blanc. Et c'est ça qui est fascinant. Il a vraiment choisi son camp. Et il ne s'est pas contenté de l'écrire, il a construit une machine pour le prouver. Le perceptron, c'était donc la preuve matérielle de sa conviction. Alors attention, point important, le perceptron ce n'était pas juste un assemblage de fils et de boulons, c'était avant tout un modèle théorique, un modèle probabiliste même. Son but ce n'était pas de copier le cerveau à la perfection, mais plutôt d'illustrer les grandes propriétés d'un système intelligent, comment il stocke l'info, comment il s'organise. Et la structure de ce perceptron était d'une simplicité presque déconcertante. D'abord, on a les points S, pour sensoriel. C'est une sorte de rétine qui capte le stimulus. Ensuite, les unités A pour association. Ce sont des cellules qui reçoivent des signaux un peu au pif des points S. Et à la fin, les unités R pour réponse qui donnent le résultat final. Le chemin est tout tracé. Sensation, association, réponse. Simple. Ok, mais cette structure, ce n'est que le squelette. La vraie magie, le cœur du réacteur du perceptron, c'est sa capacité à apprendre. Alors comment ça marche ? Le principe est simple en fait, c'est l'ajustement. Pour apprendre, la machine modifie ce qu'on appelle la valeur des connexions. En gros, leur force. Imaginez que l'une de ces connexions mène à une bonne réponse. Eh bien, on va la renforcer. Hop, elle devient une sorte d'autoroute neuronale. Et la prochaine fois, l'information aura plus de chances de l'emprunter. Et ce qui est super intéressant, c'est que Rosenblatt n'a pas testé qu'une seule façon de faire. Il a exploré différentes règles d'apprentissage. Prenez le système gamma, par exemple. C'était une sorte de jeu à somme nulle. Pour qu'une connexion devienne plus forte, une autre devait obligatoirement devenir plus faible. La valeur totale du système, elle, ne changeait pas. Ça rappelle un peu une compétition pour des ressources limitées, non ? Un truc très biologique en fin de compte. Mais ce simple mécanisme de renforcement des connexions va nous amener à quelque chose de beaucoup plus puissant. Une capacité qui commence vraiment à ressembler à de l'intelligence, la généralisation. Attention, il faut bien faire la différence entre reconnaissance et généralisation. La reconnaissance, c'est facile. C'est revoir exactement la même photo d'un carré et se dire « Ah oui, je connais ». La généralisation, c'est beaucoup plus fort. C'est voir un carré complètement nouveau, un peu tordu, plus petit, pas au même endroit, et malgré tout, savoir que c'est un carré. Et ça, c'est une des marques de la vraie intelligence. Et c'est là qu'on arrive au résultat le plus fou de l'article de Rosenblatt. Il a prouvé mathématiquement qu'après un entraînement suffisant, son perceptron devenait aussi bon pour généraliser sur des exemples jamais vus que pour reconnaître ceux qu'il connaissait par cœur. C'est énorme. Ça veut dire qu'il ne faisait pas que mémoriser bêtement des images. Il apprenait le concept même de ce qu'il voyait. Forcément,
l'impact d'une telle démonstration a été immense. Le perceptron, ce n'était plus juste une machine un peu bizarre. C'était devenu un véritable plan d'architecte pour l'intelligence artificielle. Et son héritage, on le voit absolument partout aujourd'hui. L'idée qu'un réseau de neurones qui part de rien, de connexions complètement aléatoires, peut apprendre de façon fiable, c'est lui. L'idée que la mémoire n'est pas stockée dans une seule case, mais qu'elle est distribuée dans tout le réseau, c'est encore lui. Et le fait qu'une machine puisse apprendre par essai-erreur sans qu'on ait besoin de lui programmer chaque petite étape, eh bien tout ça, ça vient du perceptron. Mais il y a un mais. Rosenblatt était un scientifique rigoureux, et il était le premier à voir les limites de sa propre création. Aussi brillant soit-il, le perceptron n'était pas la réponse à tout. Il se heurtait à un mur, un obstacle de taille. Pour faire simple, le perceptron pouvait apprendre à reconnaître un carré. Il pouvait aussi apprendre à reconnaître un cercle. Par contre, il était totalement incapable de comprendre une idée comme « le cercle est à gauche du carré ». Il ne pouvait pas saisir les relations abstraites entre les choses. Et ça, il l'a reconnu lui-même, avec une très grande honnêteté intellectuelle. Il a écrit noir sur blanc qu'il faudrait un système plus avancé, en principe, pour pouvoir atteindre ce genre d'abstraction de niveau supérieur. Et tout ça, ça nous ramène à une dernière question, une question un peu vertigineuse. Le défi que Rosenblatt a identifié en 1958, cette incapacité à comprendre les relations, eh bien c'est encore aujourd'hui l'un des plus grands défis de l'IA. Alors, des décennies plus tard, est-ce que cette pensée vraiment abstraite, c'est toujours la dernière frontière, le Graal que l'intelligence artificielle essaie encore et toujours d'atteindre ?